Alors, je vais vous présenter, sous un certain angle, le travail artistique de l'artiste français Éric Manigaud, qui cristallise depuis quelques années une attention particulière. Et j'avais mis dans mon PowerPoint cette citation inaugurale de Maurice Blanchot. « S'approcher fait le jeu de l'éloignement, le jeu du lointain et du proche est le jeu du lointain. » En présence d'une œuvre d'Éric Manigaud, un regard peu scrupuleux pour avoir des tirages photographiques de grand format ou de format plus modeste, en noir et blanc, assez contrastés, et dont la brillance particulière rappellera les sels d'argent de l'argentique. Et puis, une certaine vibration se fait sentir et invite le regardeur à aller y voir de plus près. Alors, très rapidement, pourrait-on dire, le doute se précise. Et la photogénie immédiate fait place à des surfaces marquées régulièrement de petites traces et de poudroiements de graphite. Instinctivement, alors, nous, les regardeurs, allons inspecter ces surfaces de papier et goûter cette graphie régulière qui ne se laisse parfois même pas remarquer. Au plus près de ces dessins au graphite, nous cherchons des preuves pour préciser la nature de cet objet iconographique, alors même que la lisibilité du sujet se dissout. Dans cette vision rapprochée se donnent à voir des champs de traces en couches, de purs signifiants dans une gamme très large de densité. L'artiste, dans la plus grande des retenues, d'ailleurs il n'a pas voulu rester cet après-midi, cherche à effacer toute trace d'intervention et rien ne dérive de cette sismographie presque mécanique. La gestuelle du dessinateur est neutralisée. L'auteur s'efface, comme pour ne pas laisser trace de son passage. Mais l'empreinte photographique transparaît de ces dessins manifestement travaillés à partir de ces images premières. Et en effet, ce sont bien des sources photographiques qui ont été numérisées, refotographiées et développées en diapositives pour être projetées dans l'atelier, qui est transformé d'ailleurs tout entier en caméra obscura, avec une machine de projection mise au point avec un ingénieur de Saint-Gobain. Pendant des semaines, voire des mois, les ombres projetées des sources photographiques sont explorées, déchiffrées, transférées et remarquées au graphite sur le papier. Pour les formats plus modestes, une loupe très puissante est utilisée. En somme, le dessinateur se mue en capteur aveuglé en se soumettant à un système très rigoureux de transfert graphique avec une précision hyperbolique. Ligne par ligne, de gauche à droite, d'abord avec un crayon 2B, il va recouvrir l'ensemble du support de micro-hachures régulières, et puis il va repasser sur cette première trame avec un crayon 4B, et ainsi de suite, ligne après ligne, jusqu'au 8B, en inversant pour chaque outil graphique les inclinaisons des hachures jusqu'à l'obtention de noir très profond. Dès lors, la diapositive devient un nouveau négatif pour un nouveau tirage, mais graphique cette fois-ci. Sur le mode du simulacre, ces épreuves dessinées pourraient paraître pour des doubles, des copies conformes, sans écart des modèles photographiques, mais à la seule condition de ne pas éprouver l'œuvre dessinée, mais bien plutôt sa reproduction et réduction photographique, comme nous le faisons malheureusement ici même en ce moment en projetant des photographies de ces dessins. Car l'artiste ne se contente pas de la ressemblance et il ne s'agit pas de refaire des photographies par d'autres moyens. Qualifié d'hyper-réaliste, l'artiste Jean-Olivier Hucleux, à la fin des années 80, a fait les frais de cette confusion en perdant un procès contre Alice Spring, qui était auteur d'un portrait photographique de Joseph Beuys, à partir duquel Hucleux avait produit donc ce dessin ici projeté. Lors d'un procès pour contrefaçon, ce n'est pas le dessin, mais bien plutôt la reproduction photographique du dessin qui a été mise au regard de la photographie prise comme modèle. Catherine Millet écrira alors dans un article paru dans Art Press intitulé « La justice à l'ère de la reproductibilité technique » que, je cite,
la justice qui a pour fonction de régler le réel de la vie des hommes a basculé dans l'irréalité des images. Alors, l'irréalité des images. Voilà justement un des problèmes. Oui, c'est normal, en fait, j'ai mis un mot. Merci. L'un des problèmes travaillés plastiquement par Éric Manigaud. Et si Jean Clair, de manière très critique, qualifiait d'adorables leurres les peintures hyper réalistes des années 80, les œuvres graphiques d'Éric Manigaud ne se laissent pas simplement adorer. Et les sujets de ces images résistent à la reconnaissance, question de distance et de point de vue, pour les prises de vue de ces images sources qui sèment le doute. Alors, dans l'atelier, l'artiste engage un contact aveuglé avec les images reconduites au graphite sur papier. Et nous retrouvons en parallèle cette dialectique acuité-cécité dans les sources photographiques de ces dessins. En effet, les sources photographiques sont des images médicales, scientifiques, militaires, voire des photographies médiumniques qui sont recherchées avec détermination et trouvées parfois après de longues périodes de quête, voire d'enquête pour certaines images. Et elles entretiennent une relation particulière avec le réel dont il s'agit de témoigner et avec lequel elles revendiquent la plus grande proximité en télescopant ou en abolissant les distances. Ces sources photographiques que nous allons appréhender là aujourd'hui par le truchement des reprises en dessin sont des pièces à conviction révélatrices de ce qui ne serait pas visible ou ce qui échapperait à l'œil nu. Mais alors, cette prétendue proximité n'ouvre-t-elle pas d'autres distances ? Ces images probantes qu'il choisit de mobiliser pour ses dessins ne sont-elles pas paradoxalement aveuglantes ? Et Éric Manigaud ne nous met-il pas à l'épreuve d'une vision aveuglée ? En outre, de la même manière que l'artiste développe une esthétique de la neutralité, ce sont des photographies qui revendiquent un point de vue désubjectivé, voire instrumental, qu'il choisit de convoquer comme modèle pour ses dessins. Donc, parcourons à présent les différentes séries de dessins réalisés à partir d'images sources qui se donnent a priori comme des preuves d'une réalité non visible directement et qui proposent de dévoiler des informations qui seraient encore une fois invisibles à l'œil nu. Ces sources photographiques témoignent particulièrement de dispositifs spécifiques ou de visions appareillées qui, je cite Paul Virilio dans l'ouvrage Machine de vision, pénètrent l'au-delà de la vision directe. Ces images instrumentales sont comme des pièces à conviction dont l'artiste va sonder en dessin, à l'aveugle, les indices. Notons également que les photographies d'empreintes et d'indices recherchées par le dessinateur sont toutes des photographies argentiques, c'est-à-dire des empreintes à distance, pour reprendre l'expression de Jean-Marie Schaeffer dans l'ouvrage L'image précaire. Et si je vais m'attacher en grande partie, en fait, lors de cette présentation, à la nature des sources photographiques qui servent comme modèle pour éclairer les enjeux esthétiques du travail plastique graphique d'Éric Manigaud, la plupart du temps, dans mon diaporama, ce sont les reproductions des dessins de l'artiste qui seront présentés. Pour la série Cologne, amorcée en 2011, c'est pour ça que je parlais d'écho avec les présentations de ce matin, les images modèles sont des photographies aériennes de la Royal Air Force datant de 1945, dénichées et commandées sur le site internet Evidence in Camera. Elles témoignent de l'état de la ville de Cologne à la suite des bombardements. Donc, comme on en a parlé ce matin, mise au point par Nadar en 1858, à bord de son ballon, la photographie aérienne en plongée déréalise notre perception du monde. Alors j'ai mis d'autres images qui, cette fois-ci, ne sont pas les dessins d'Éric Manigaud. À décoder et à décrypter, elle bouscule les codes de la perception en mettant à distance ce dont elle atteste, tout en écrasant les distances, en aplatissant le visible. Aussi abstraite soit-elle, elle se veut pourtant probante. Ainsi, et là je cite un aviateur français qui se faisait appeler l'as des as de la Grande Guerre, dans un ouvrage qui date de 1920 et qui s'intitule « Mes combats ». Il s'appelait René Fonck. Je cite « Si l'œil de l'homme est quelquefois trompé, l'épreuve photographique observée à la loupe ou à l'aide d'appareils de projection recueille impitoyablement tous les indices. »
Mais la vision cartographiée, je dessine avec Manigaud, du territoire n'a rien d'évident, et le basculement du regard qu'elle propose ne se laisse pas reconnaître. Nous faisons l'expérience de notre aveuglement devant ces indices inspectés en dessin par l'artiste sur de grands formats qui nous font, j'ai mis les dimensions, qui nous font perdre la vue et qui se donnent à envisager peut-être comme des détails de texture abstraites en réseau ou comme des peaux scarifiées. En ce sens, on pourrait rappeler le travail de Sophie Ristel-Hubert dont il a été un petit peu question ce matin. Certains d'entre vous ont peut-être vu ces œuvres présentées au musée d'art moderne puisque la dimension a toute son importance. À l'heure aujourd'hui des attaques, on pourrait dire quelque peu aveuglées par drone, et en ce sens, je vous invite vraiment à lire l'ouvrage, moi je trouve remarquable, de Grégoire Chamaillou, qui est philosophe au CNRS et qui s'intitule Théorie des drones. Donc, à l'heure des attaques par drone, la prétendue acuité des imageries aériennes est aujourd'hui question sensible. Toujours dans Machine de vision, j'ai une citation, Paul Virilio remarquait que, je cite, la photographie aérienne va prétendre à son tour à une objectivité scientifique comparable à celle de la photographie médicale ou policière. Ce n'est dès lors peut-être pas un hasard si Éric Manigaud a porté un vif intérêt aux photographies de scènes de crime réalisées par Alphonse Bertillon, responsable du service d'identification de la préfecture de police de Paris au tournant du XXe siècle et inventeur de l'anthropométrie judiciaire dont on connaît les dérives. Notons qu'étonnamment, il y a quelques années, l'artiste Éric Manigaud n'a rencontré aucune difficulté pour obtenir de la part de la préfecture de police de Paris des tirages, des retirages d'une grande qualité à partir des photographies originales, des topographies des scènes de crime de Bertillon. À l'instar de la photographie aérienne précédemment évoquée, ces photographies judiciaires ont été réalisées en plongée à l'aide d'un dispositif mis au point par Bertillon à partir de 1903 et nommé à juste titre le plongeur. Il s'agissait d'un appareil photographique doté d'un grand angle disposé sur un trépied de plus de 2 mètres pour survoler à distance, sans contact, la scène de crime d'un regard vertical, non humain, donc une vision, désubjectivée, clinique et prétendue neutre. Je vais vous montrer cette fois-ci ces fameuses photographies de Bertillon avec les mesures. Je ne sais pas si c'est très lisible. Comme on atteste donc ces images, la photographie par les moyens de la technique photogrammétrique est ensuite contrecollée sur des cartons précisément gradués, complétés d'échelles métriques et d'encadrement perspectomètre, bref, tout ce qu'il faut pour une reconstitution de la profondeur que l'image annule complètement. Voici un dessin. Rodolphe Reiss, qui était un élève de Bertillon et criminologue et auteur d'un ouvrage sur un manuel de police scientifique édité en 1911, je cite Rodolphe Reiss, « Il s'agit de fixer exactement sur la plaque photographique la position du cadavre. Et pour que cela soit possible, il faut que toutes les parties du corps visibles à l'œil soient également visibles sur la photographie. Et il n'y a qu'une position de l'appareil qui puisse remplir cette condition, c'est la position verticale dans laquelle on fera coïncider le milieu du cadavre avec le centre de l'objectif. » Alors, outre des visions d'ensemble, également des photographies de détails d'empreintes, des objets, des corps, des armes ont été réalisées pour découvrir des éléments qui seraient invisibles à l'œil nu. Ces photographies métriques sont alors considérées sans distance comme certificats de valeur probante. Je cite encore Reiss, « La photographie est un document indiscutable, pris mécaniquement et reproduisant fidèlement les traits. » Et il poursuit, « L'appareil photographique est l'enregistreur qui voit tout et qui enregistre tout. » Donc, au-delà de la vision humaine, les indices latents seraient donc révélés par ce dispositif photographique. Mais que voit-on dans ces épreuves à déchiffrer? Un vertige de signes iconiques, une surabondance de détails et d'informations visuelles qui se parasitent et se contaminent chaotiquement. Au-delà de la preuve qu'elle pourrait apporter, cette photographie devient elle-même créatrice de preuves tant elle est surchargée de traces potentielles qui se creusent infiniment au fur et à mesure que les distances s'amoindrissent dans le grain de l'argentique. Donc là aussi, on pourrait penser à Blow Up évoqué tout à l'heure.
Éric Manigaud reprend ces images saturées et hantées d'indices fantasmés. Il en restitue après coup toutes les traces en remarquant en dessin les empreintes lumineuses projetées à partir de ces photographies métriques. Et plus les distances se réduisent, plus les signes affleurent, comme en témoigne ce détail d'un dessin que nous avons choisi pour communiquer sur cette journée d'études. Un visage ne se donne-t-il pas à lire sur cette espèce de linceul profane trouvé ou retrouvé sur les lieux du crime? Aveuglement, Reiss parlait de, je cite, « photographie de l'invisible ». Et avec un brin d'une trop rare clairvoyance, Bertillon précisera « On ne peut voir que ce que l'on observe, et l'on n'observe que ce qui se trouve déjà dans notre esprit ». Bien des années plus tard, Bernard Lamarche-Vadel, dans un ouvrage intitulé « Écrit sur la photographie », je cite, « La photographie est un point de vue unique sur l'aveuglement de son spectateur ». Ces citations nous amènent à regarder une série de dessins plus récentes avec les photographies des esprits ou des fluides, la photographie dite médiumnique ou la photographie occulte. Il n'y a plus de point de vue, puisqu'il n'y a plus de distance, indissociable la distance du point de vue, mais bien plutôt contact direct avec la source rayonnante. Éric Manigaud s'est rendu à Fribourg, qui est, m'a-t-il dit, le plus grand centre de recherche sur la photographie médiumnique, pour y dénicher un ensemble de scotographies réalisées en 1921, entre 1921 et la fin des années 30, par la journaliste australienne médium Madge Donohoe. Ces scotographies sont censées être produites sans appareil, par simple contact de la plaque sensible enveloppée et protégée de la lumière avec le front du médium, d'où émaneraient des fluides, et qui aurait, donc le médium, la capacité de recevoir et percevoir des images et messages des défunts, nommés scripts. C'est ce que j'ai appelé les psychicones, images lumineuses et vivantes de la pensée, écrira le parapsychologue Hippolyte Baraduc en 1897. Le médium, tel Madge Donohoe, qui révèle le non-visible, est appelé un clairvoyant. Madge Donohoe aurait eu ainsi la faculté d'entrer en contact avec des opérateurs invisibles, et elle a produit plus de 4500 scotographies. L'éditeur Pierre-Gaëtan Lesmarie écrira dans la revue Spirit au début des années 1870, je cite, « La photographie est un moyen mis à la disposition des esprits pour donner des preuves irréfrayables de leur existence et de leur présence au milieu de vous. » Ce sont ces preuves par contact, révélées ou bien plutôt fabriquées, qui laissent apparaître parfois des visages, mais le plus souvent des taches, des ponctuations, des filaments, des poudroiements lumineux, des formes nébuleuses, des corps flottants relevant davantage du visuel que du visible. Donc le visuel, pour reprendre Didier Huberman, en tant que symptôme de ce qui n'est pas visible directement, qui intéresse le dessinateur Éric Manigaud, qui fait revenir et qui se projette presque un siècle plus tard à son tour dans ses traces. Et pour cet ensemble qui date de 2014-2015, l'artiste a fait imprimer en filigrane la photographie scannée à transférer sur le support papier. Et c'est sur cette trame première très légère, mais en fait on ne la voit pas du tout à l'œil nu, c'est tellement léger. C'est sur cette trame fantôme que le dessinateur s'inscrit en foulant directement cette impression donc fantôme dans un contact direct sans projection. Comme en palimpseste, l'image du dessous est encore un peu là, mais très peu. Notons que la découverte de la radioactivité et des rayons X à la même époque va apporter une légitimité scientifique à ces manifestations d'un imperceptible commerce avec les fantômes, dont sont doués les clairvoyants, avec lesquels ils entreraient en contact par les moyens de ce que les défenseurs de la photographie occulte à l'époque nommeront non pas les rayons X, mais les rayons XX. Par ailleurs, c'est dommage que Luc Bouilly ne soit pas là,
Il aura fallu 2 années d'échange entre Éric Manigaud et le service restauration du musée du Louvre pour récupérer des documents qui donneront lieu à plusieurs ensembles qui sont toujours en cours. Ainsi, pour Prêtresse Isiaque, qui date de 2014, ou Momie de l'homme barbu, et dernièrement L'homme barbu, l'artiste a œuvré à partir de radiographies fournies donc par le musée du Louvre. En signalant la singularité du régime photographique, ici, Éric Manigaud a multiplié les reprises de l'homme barbu, traduit graphiquement en positif et en négatif. Encore une fois, ces images relèvent d'une vision instrumentale qui excède la perception directe par la traversée des éléments enveloppants du squelette momifié. Encore une fois, un invisible se donne à découvert. Notons pour l'anecdote que la star médiatique de l'art contemporain, Robert Longo, expose en ce moment même une récente série de dessins au fusain à la galerie Ropac, réalisée à partir de radiographies des peintures du musée du Louvre. Éric Manigaud poursuit également un ensemble amorcé en 2014 à partir d'autres documents fournis par le musée du Louvre. Ce sont des macro-photographies, j'aurais voulu que vous pouviez nous éclairer un petit peu, des macro-photographies en lumière rasante. La photographie en lumière rasante permet de lire en profondeur la généalogie de la couche picturale. Et cette dimension archéologique renvoie à la démarche même du dessinateur dans son entreprise de relevé de traces. En outre, comme en témoigne cette œuvre, donc le titre c'est Macro-photographie en lumière rasante, entre parenthèses Goya, nous trouvons au cœur d'un détail, ou plutôt d'un détaglio, pour reprendre le terme précis de l'historien Daniel Arras, donc un détaglio, d'une peinture qui ne se laisse plus reconnaître, un fragment d'un tableau de Goya, dont nous ne voyons plus rien que l'intimité matériologique et signifiante. C'est comme une butée sur la matière intransitive qui ne renvoie qu'à elle-même et à nulle autre figure, un pan de peinture, dirait Georges Didier Berman, en ce qu'il s'oppose au plan visible du tableau, dans sa perception rapprochée et tout autant aveuglée. Nous pensons alors au dispositif en vogue depuis quelques années quand même maintenant, Google Art Project par exemple, qui permet d'aller toucher le tableau. On a tous essayé ça, en zoomant jusqu'à outrepasser une perception naturelle pour une vision appareillée fascinante qui nous offre à jouir de l'intimité de la touche, par exemple, le traitement pictural du moindre poil de fourrure, la petite craquelure. Et ces pans de peinture, dans cette absence de distance aveuglante, se donnent comme des paysages épidermiques. En ce sens, si nous avions eu un peu plus de temps, nous aurions pu nous arrêter sur une autre série de dessins d'Éric Manigaud, je me suis restreinte, en cours, qui sont réalisés à partir de photographies de maladies de peau, qui sont elles aussi des images de symptômes, des phénomènes indices, pour reprendre une expression de Heidegger à propos de ce qui se manifeste par ce qui ne se montre pas directement. En écho, nous nous retrouvons au cœur de l'approche poétique de l'artiste Éric Manigaud qui scrute à travers des prothèses ou dispositifs qui le coupent du monde les moindres indices de ces images preuves pour sonder leur profond repli. Et lorsqu'il réalise ces écritures de graphite, l'artiste affirme ne pas voir ce qu'il fait et travailler sur un champ rétréci de 5 cm maximum. Un temps d'accommodation lui est d'ailleurs nécessaire pour recouvrer une autre vision. Le reste alors n'existe plus. Et l'artiste, ébloui dans la matière lumineuse ou le grain de l'image, est ensuite surpris avec du recul, quand il regarde la représentation dessinée. Et dans cette espèce de quête scopique pour un regard myope qui interprète des densités pendant des semaines, avant de voir apparaître l'image qui se révèle petit à petit à l'instar d'un tirage dans un bac de révélateur, cette quête scopique relève d'une palpation de l'œil attouchant. Comme le signale, donc encore une fois... j'ai enlevé une... Ah non, c'était... macro-photographie en lumière rasante ou encore Cologne. Ce travail artistique, dans ses exigences d'extrême proximité, relève au-delà de l'optique de l'haptique.
L'haptique, selon le philosophe Riegel, c'est quand la perception, je cite, réveille l'expérience du toucher. L'haptique, du grec aptos, toucher, n'est ni le tactile ni l'optique. C'est le contact à distance d'une opticalité tactile. L'haptique est un regard caressant, un réveil du toucher qui fait vaciller la représentation. Au-delà de la perception haptique qu'offrent conjointement les détails des surfaces micrographiées et les sujets des œuvres d'Éric Manigaud, l'artiste tend à travailler en épaisseur l'image sur le papier. Et cette sensation de vibration et d'animation des dessins est conduite par les passages successivement fouillés dans le derme du papier moelleux qui se brise sous les couches en épaisseur. C'est pour ça, devant un dessin de Manigaud, il nous est ensuite assez difficile d'accommoder. Et pour mettre à jour cela, Éric Manigaud a travaillé récemment avec Véronique Pérez, ingénieure à l'école des mines de Saint-Étienne, pour des études au microscope électronique sur les surfaces travaillées. Et il apparaît, ce sont les documents qu'elle m'a donnés, il apparaît que ces dernières, marquées de graphite, les surfaces de papier, sont comme martelées ou comme des peaux réticulées et brisées en microfacettes qui rayonnent et réfractent la lumière. Ainsi, ces champs de traces très organisés deviennent-ils organiques, instables et incertains, à l'instar du réel lui-même ou d'une image fouillée dans ses moindres détails. Dans Essai sur la connaissance approchée, Bachelard écrit « En poussant l'analyse du réel, il semble qu'on lui fasse subir une sorte de dématérialisation métaphysique. » Et donc, pour conclure, très rapidement, je m'arrête sur cette image. Les images preuves convoquées par l'artiste se muent en énigmes et ne révèlent rien d'autre qu'elles-mêmes dans leur opacité constitutive. Et au-delà de la répétition sur le mode du double dont il a été question au début de la présentation, ces dessins, dans leur prétendue conformité, produisent bien plutôt du trouble et du doute. Mais je vous invite vivement à aller appréhender ces œuvres. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vais toute seule pour d'éventuelles remarques. Merci Anne. On va passer aux questions. Avant, je vais en profiter pour faire une remarque. C'est que je trouvais qu'il y avait vraiment un lien entre les images que tu montrais et les images qu'on a vues d'Hélène Mutter ce matin. C'est-à-dire dans ces macrographies où finalement on est au plus près du dessin ou d'une photographie, on se retrouve à être dans un paysage abstrait qui pourrait être très bien une photographie du désert dans la guerre du Golfe et qu'il y avait vraiment ces correspondances, je trouve, avec l'esthétique que tu développais, que tu présentais ce matin. Alors maintenant que j'ai fait ma remarque, peut-être qu'il y a des questions dans la salle pour Anne et sur le travail d'Éric Manigaud. Tu les as ? Moi, j'aimerais juste une précision. Quelque chose que j'ai pas compris, alors j'étais peut-être pas assez attentive au moment où tu parlais des imageries AFM, des microscopes. Qu'est-ce qu'elle passe en fait? C'est les dessins d'Éric Manigaud qu'elle passe au microscope. Alors c'était ici, voilà, parce qu'il voulait comprendre ce qui se passait sur la surface du papier après les interventions successives de graphite. Donc, par exemple, l'image en haut à gauche, c'est le papier vierge de toute intervention. Et en fait, plus les couches sont nombreuses, finalement, plus les volumes se creusent, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Ça ne vient pas du tout écraser le moelleux du papier. Au contraire, ça vient renforcer ses reliefs. Et c'est ce qui provoque en fait cette vibration particulière du dessin, parce que ça réfracte la lumière un peu comme... oui, c'est une surface accidentée, comme
on pourrait appeler ça, un peu kaléidoscopique si tu veux. Parce que ça me faisait penser sur l'autre image, voilà, cette image, ça me faisait penser au schéma que Hélène aussi avait présenté ce matin. Alors c'est vraiment un lien que je tisse, mais qui n'est pas du tout évident, mais qui était sur le rapport à la gravure. Quand Hélène, tu parlais de ce traité de bombardement qui expliquait que selon la taille de la bombe, on avait un entonnoir qui se créait sur le paysage, et à la fois ton travail qui était sur acier, qui était des photogravures, oui, et qui venait donc entailler finalement... J'avais pas fait cette remarque ce matin parce qu'on n'avait pas eu le temps. Et là, finalement, on retrouve ce désir presque de bombarder, pas de bombarder, mais de creuser la surface qui va révéler l'image en venant entailler, attaquer cette preuve qu'il cherche à nous montrer. Donc c'est juste une remarque vraiment au niveau de la forme par rapport au schéma de ce matin et à ces imageries 3D. Et donc au-delà de la preuve, lui, il veut vraiment révéler cette aporie de la preuve par l'image, tout en y étant fortement intéressé. S'il y a des questions. Pas de questions ? Sinon, on va continuer à discuter toutes les deux. Oui, Clément ? C'est quelque chose d'un peu troublant dans les photographes, parce que finalement, on en revient un peu à la proposition de Baudelaire au XIXe siècle, qui est vous êtes bien gentils, les photographes, mais laissez faire les artistes, apportez-nous de la matière première scientifique, apportez-nous de l'information. Et mais l'art, reste l'art, et garder rester dans notre précaré. Et finalement, là, on a la preuve scientifique que la photographie est dépassée par le dessin, en fait, sur le plan de la vibration dans l'espace. Donc, je ne sais même pas si je pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait en tant que photographe quand on a cette information-là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information-là? Tu dois mieux savoir que moi. Je suis désemparé. D'accord. Non, mais tu penses à cette prétendue qualité de la photographie comme servante des arts, c'est ça? Tu penses à ça? Mais en fait, c'est tout à fait autre chose. Enfin, c'est trop facile de dire ça n'a rien à voir, mais effectivement, tu es devant un dessin, tu les as peut-être vus d'ailleurs au musée d'art moderne, ça n'a rien à voir. Et c'est pas tellement une question il y a l'échelle bien sûr, mais ça va au-delà de ça. Alors peut-être que cette vue très très près éclaire cela, il y a quelque chose de sensible, physique, quelque chose qui se passe, mais on a l'impression que le futur du tirage photographique, c'est le dessin. Il va à la fois avec et contre la photographie dans son travail. Mais d'après ce que j'ai compris, quand tu disais dans l'apparition, dans la construction du dessin, il travaille il y a des corrélations. Toute la surface en même temps, oui, pour que ça se révèle comme dans un bain. En fait, ça dépend quand même des séries. Mais la plupart du temps, effectivement, il opère mécaniquement. En fait, pour les grands formats, il opère mécaniquement comme une imprimante, c'est-à-dire vraiment bande par bande, et petit à petit, ça monte. Pour les plus petits formats, il travaille avec une loupe. Et là, à contrario, soit il va s'inscrire dans des micro-traces, comme des micro-sillons, en repassant sur ces traces fantômes qui sont là en palimpseste, ou alors il va commencer et puis développer quelque chose à partir de l'image initiale. Mais il passe énormément de temps, par contre, à trouver ces documents photographiques, parce qu'une grosse partie du travail, c'est cette quête de documents. Alors après, le travail vraiment de réalisation, ça peut paraître complètement fou et aliénant pour nous peut-être. Hein. Pour lui, pas du tout. Passer des semaines à travailler sur 5 cm, ça n'a absolument rien d'aliénant. Et par exemple, pour les images du Louvre, il lui a fallu 2 ans. Moi, je me dis finalement, il y a peut-être quelque chose avec le Louvre.
faut être très patient, visiblement, pour récupérer ces documents. Pour les photographies de maladie de peau, il a passé 1 an à tenter de nouer un contact avec la personne qui s'occupe de la documentation au musée de la médecine à Lyon. Ça fait donc 1 an qu'il envoie des mails, qu'il appelle, et il n'a toujours pas eu de réponse. Peut-être que dans 1 an, il aura enfin une réponse. Oui. Est-ce que tu sais comment il choisit ses sujets et pourquoi, comment il les choisit? En fait, pourquoi lui, si tu veux, il le dit pas, et puis il en parle. C'est pas il n'a pas envie d'en parler spécialement. Là, à travers cette présentation, j'ai essayé de suggérer des relations. J'ai essayé de tramer quelque chose comme ça. C'est plus ou moins subtil peut-être, mais mes transitions pour pouvoir éclairer des correspondances entre ces différentes... Mais il ne te l'a pas dit? Non, pas directement. Et puis... non, parce qu'il pourrait avoir un intérêt très particulier par rapport au sujet qu'il choisit. Moi, je sais pas. Oui, là, en fait, c'est ce que j'ai essayé de souligner par rapport à cette dimension de preuve, de distance, d'éloignement, d'aveuglement tout autant. Des images symptômes sont des images symptômes. Des images signes, des images traces. Symptômes de justement quelque chose qui serait au-delà, qui ne serait pas visible directement à l'œil nu. Par exemple, les photographies des maladies de peau, là très clairement, ce sont des symptômes de la maladie. Les photographies Bertillon, ce sont les traces de crimes. Les photographies prises en gros plan, les macro-photographies des peintures, elles témoigneraient là aussi de ce qui ne serait pas palpable à l'œil nu. Chaque fois, il y a cette image qui se donne comme révélatrice, mais qui néanmoins est aveuglée et aveuglante. Et comme surface aussi. Comme surface avec les maladies de peau, avec les croûtes terrestres, quand je pensais à Hélène, mais aussi à Cologne, aux photos qu'il a fait, et même aux surfaces des peintures, quand on est au plus près, on se demande si on est au plus près d'une peau. Il y a vraiment ce rapport à la surface. Et ça me fait penser c'est pour ça que j'avais commencé par cette citation. C'est-à-dire la surface comme limite d'un au-delà qu'on finalement on n'arrive pas à atteindre. Et ça me faisait penser, c'est dommage que Lucia soit pas là, mais le dispositif qu'on appelle le plongeur, je trouve ça extrêmement riche de sens en fait, parce que dans la communication de Lucia qui présentait ces masses d'eau qui recouvraient les villes disparues, ou cette mer dans lesquelles on avait jeté torturé les corps suite au régime de Pinochet, on était dans l'eau, c'est-à-dire dans l'espace qui nous est interdit de vivre, interdit de respirer, c'est-à-dire dans cet espace autre dans lequel on ne peut pas atteindre, et que finalement, pour aller trouver les preuves de ces morts au fond des mers, de ces villes disparues et ensevelies, il faudrait quoi? Il faudrait un plongeur. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant que cet outil, ce trépied s'appelle le plongeur, parce que c'est comme si ça nous faisait rentrer dans la preuve pour comprendre ce qui nous manque, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant cette scène de crime. Et du coup, il y avait ici, je trouve, par le nom de ce dispositif photographique, l'idée d'une surface, d'une limite. On parlait par rapport à ce matin à l'obscénité, à cette autre scène, c'est-à-dire plonger dans ces autres scènes qui nous manquent pour être au plus près, c'est-à-dire toucher la vérité de ce que cela a pu être ou de ce qui a été. Et bref, c'est une remarque encore, mais c'est vraiment amusant qu'il ait appelé ça le plongeur. Oui, pas tant que ça non plus. Je vais poser une question par rapport justement à la vision verticale. Vous parliez de regard haptique. Est-ce que justement dans cette vision verticale, et notamment je pense aux vues cartographiques, aux vues aériennes, est-ce qu'il n'y a pas une objectivation du paysage par justement
la suppression de la perspective et de l'étendue, cette idée que on ne représente plus un infini ou quelque chose qui est dans l'éloignement, enfin, qui est dans la perspective, mais quelque chose au contraire qui est donc dans la surface et qui est plus, comme vous le disiez, plus palpable. Donc, qui devient objet ou corps. À qui vous vous adressez? À vous deux. Ah mince, je l'ai laissé dès le début. Alors, excusez-moi. C'est vrai, par exemple, Sophie Ristel-Hubert, elle se joue de cette analogie par rapport à ces paysages vus du ciel où on perd toute profondeur, il y a un aplatissement, les distances sont télescopées, et donc elle se joue de cette analogie en mettant en parallèle des photographies vues du ciel, de terres abîmées par la guerre, et des corps abîmés eux aussi, avec les cicatrices en gros plan. Quoi qu'il en soit, cette dimension haptique, me semble-t-il, mais Rodolphe, peut-être enseignant en esthétique, pourra rebondir là-dessus, renvoie à un au-delà du lisible et du visible, donc à un aveuglement. Et peut-être que cette perception myope et aveuglée est tout à fait articulée à cette notion d'haptique. D'ailleurs, j'avais intitulé cette présentation « Contact aveuglé ». Aveuglé dans le sens que c'est plus tellement une vision, mais davantage un regard. On avait essayé de distinguer un petit peu ce matin la différence entre regard et vision. Ce qu'on disait ce matin par rapport au fait à un moment donné de l'impossibilité du voir. J'avais, il me semble, mis une citation au cas où là-dessus. Et qui va nous obliger, donc par rapport à votre remarque de ce matin, à chercher à percevoir et à aller travailler sur d'autres sens, comme Teresa Margolles, sur l'olfactif, le toucher. C'est vrai qu'il y a une caresse du regard dans cette vision haptique, qui est donc peut-être un au-delà de la vision, parce que par exemple, pour Lacan, il parle de la vision avec cette optique géométrale, qui est une vision qui est accessible aux aveugles, c'est-à-dire aux machines de vision. Alors que cette vision davantage haptique, sensible, qui produit des sensations, celle d'une remémoration du toucher, elle renvoie à un regard humain.